1100 mètres de long. 4 arrêts de tram pour aller d'un bout à l'autre. 1382 appartements. 5000 personnes. C'est un immeuble d'habitation. Et c'est l'un des plus longs du monde. 4 ans après son inauguration, l'armée autrichienne a mis des canons en batterie devant la façade et a ouvert le feu. Il y avait des familles derrière les fenêtres. Ceux qui s'étaient barricadés là pensaient que ces murs tiendraient. Il aura fallu 3 jours d'artillerie pour prouver le contraire. Bonjour et bienvenue sur Minute Archi. Aujourd'hui, direction Vienne, pour le Karl Marx Hof. On va voir pourquoi cette ville a décidé de construire ce genre de logement, ce que ça faisait d'y habiter, et pourquoi ce bâtiment est devenu une cible. Vienne, au lendemain de la Première Guerre mondiale. L'Empire austro-hongrois vient de disparaître. La ville était la capitale de 50 millions de sujets. Elle se réveille capitale d'un petit pays de 6 millions. Et elle est dans un état catastrophique. Le recensement de 1917 est brutal. Près des 3/4 du parc immobilier viennois tient dans des logements minuscules et surpeuplés. La tuberculose y est si répandue qu'on l'appelle la maladie viennoise. Un point d'eau et des toilettes sur le palier, partagés par tout l'étage, voilà le standard de l'époque. En 1919, la ville élit au suffrage universel un conseil municipal social-démocrate. Et cette municipalité fait un choix inhabituel. Elle décide de ne pas emprunter un centime. À la place, elle taxe. Les spectacles, théâtre, opéra, cinéma, bals, courses de chevaux, combats de boxe. Le personnel de maison, ce qui frappe très précisément les grands ménages bourgeois, et la construction elle-même. L'homme qui monte ce système s'appelle Hugo Breitner. Il est adjoint aux finances. Et il refusera le crédit même au plus fort de la crise, pour ne pas faire payer les générations suivantes. Résultat, plus de 60 000 logements sortent de terre en une quinzaine d'années. Sans dette. Vient ensuite la question de la forme. La tour a été envisagée, puis écartée. Vienne choisit le Hof, un mot allemand qui veut dire « cour ». Le principe tient en une phrase. On bâtit sur le pourtour de la parcelle, et tout ce qu'on ne bâtit pas devient une cour ouverte, plantée, avec des jeux pour les enfants. Celui qui va pousser ce principe le plus loin s'appelle Karl Henn. Élève d'Otto Wagner, employé au service d'architecture de la ville depuis 1908, on estime qu'il a dessiné plus de 2700 appartements dans sa carrière. Le terrain qu'on lui confie est une bande étroite, coincée entre une ligne de chemin de fer et une avenue. Et Henn y fait un calcul qui donne encore le vertige. Sur 156 000 mètres carrés, il en construit 28 000. 18%. Le reste est laissé libre. Ce qui sort de terre ne ressemble à rien d'autre en Europe. Des murs massifs, d'immenses passages en arc, des tours surmontées de mâts. Rouge oxyde de fer et ocre. 24 millions de briques. Tout le monde emploie le même mot en le voyant. Une forteresse. Retenez ce mot. Le chantier n'est même pas fini qu'il est déjà attaqué. Le 21 octobre 1927, un journal conservateur sort une édition spéciale pour alerter les Viennois. Selon lui, l'immeuble géant de la Heiligenstädter Straße menace de s'effondrer. C'est faux. Il ne s'effondre pas. À l'automne 1930, les premières familles emménagent. Ce sont des ouvriers, des employés, de petits fonctionnaires. Et lorsqu'ils franchissent leur nouvelle porte, ce qu'ils découvrent n'est pas la monumentalité du bâtiment. Ce sont des choses beaucoup plus simples. Des toilettes à l'intérieur du logement, avec l'eau courante. Pour ceux qui ont passé leur vie à partager un robinet sur le palier, c'est un bouleversement. Puis vient le balcon. 899 familles en possèdent un, ou disposent d'une loggia ouverte sur les jardins. En 1930, avoir un balcon, c'est encore un signe de confort. Ici, il fait partie du logement social. Et au rez-de-chaussée, la ville installe presque une petite ville dans la ville. 2 blanchisseries, 2 établissements de bains, 2 jardins d'enfants, une consultation pour les mères et les nourrissons, un foyer de jeunes, une bibliothèque. Un cabinet dentaire, un dispensaire,
une pharmacie, un bureau de poste, des cafés, des commerces. Doris Nasty était encore toute petite lorsque ses parents emménagent ici avec elle et ses 2 sœurs. Et, des décennies plus tard, vivra toujours au Karl Marx Hof. Lorsqu'on lui demande de se souvenir de son enfance, elle ne parle ni d'architecture, ni de politique. Elle dit simplement « C'était merveilleux de jouer dans la cour ». Mais derrière cette image presque idyllique, les limites du modèle apparaissent déjà. Les logements font entre 30 et 60 mètres carrés, et la plupart ne comportent que 2 pièces. Pas de salle de bain. Les établissements de bain construits par la municipalité ne sont pas un luxe. Ils répondent à un besoin très concret. Certaines de ces douches collectives seront encore utilisées près de 60 ans plus tard, par des habitants dont les appartements n'auront toujours pas été équipés. Pas d'ascenseur non plus. Pour rentrer chez soi, il faut monter à pied. Et pour obtenir un logement, il faut pouvoir démontrer qu'on en a besoin. Très vite, une accusation s'installe aussi. Pour décrocher une clé, mieux vaudrait appartenir au bon camp politique. Car ici, la politique ne se cache pas. Le nom Karl Marx Hof s'affiche en lettres monumentales sur la façade. Pour ses habitants, c'est une source de fierté. Pour les adversaires de la municipalité social-démocrate, le bâtiment devient au contraire le symbole d'un pouvoir qui s'affirme jusque dans la pierre. Et une rumeur circule. Le complexe abriterait un dépôt d'armes. Le 12 octobre 1930, le maire de Vienne, Karl Seitz, inaugure officiellement l'ensemble. Il prononce alors une phrase qui lui survivra. « Quand nous ne serons plus là, ces pierres parleront pour nous. » Puis tout bascule. La crise de 1929 frappe l'Autriche de plein fouet. En 4 ans, la production industrielle du pays chute de près de 40%. Au début de 1934, près d'un ouvrier de l'industrie sur 2 est sans emploi. Le Parlement est suspendu. L'organisation paramilitaire liée aux sociodémocrates est dissoute. Le 12 février 1934, à l'aube, la police perquisitionne un hôtel de Linz qui sert de siège au Parti social-démocrate, à la recherche d'armes. Les hommes présents résistent. À 11h46, les tramways viennois s'immobilisent. Le signal est donné. Le soir, les combats gagnent Vienne. Vers 23h, une unité paramilitaire se positionne devant le Karl Marx Hof et ouvre le feu sur l'un des porches. La première attaque échoue. Dans la nuit, Karl Seitz est arrêté dans son bureau et emmené. Puis, vers 1h du matin, le 13 février, les premiers obus frappent le complexe. Le bombardement reprend au lever du jour. L'armée avance avec ses mitrailleuses et ses blindés. Les combats se prolongent jusqu'au 15 février. Les derniers défenseurs se replient. À 14h30, l'armée prend possession des jardins. Le bilan officiel, pour l'ensemble du pays, fait état de 118 morts du côté gouvernemental, 196 en face. 9 dirigeants sont exécutés, plus de 1200 personnes emprisonnées. Sur place, plusieurs ouvriers sont tués, d'autres capturés et torturés, et le responsable local est fusillé. Les jours suivants, la ville entière défile pour contempler les dégâts comme s'il s'agissait d'un spectacle. Après les combats de février 1934, le Karl Marx Hof est d'abord rebaptisé Biedermann Hof, en référence à Karl Biedermann, l'un des commandants impliqués dans l'assaut. Dès 1935, toute référence à Marx disparaît. Il devient le Heiligenstädter Hof, du nom du quartier de Heiligenstadt. Le régime nazi conservera cette appellation jusqu'à la fin de la guerre. En 1945, le Karl Marx Hof retrouve son nom. Puis en 1977, l'ensemble est classé monument historique. Commencent alors plusieurs années de travaux menés avec les habitants. 50 ascenseurs sont installés, les logements sont raccordés au chauffage urbain et les façades sont restaurées, une par une. Mais le plus intéressant, c'est que le Karl Marx Hof n'est pas devenu un musée à ciel ouvert. Il est toujours habité. 1276 logements, environ 3500 habitants, et toujours du logement social municipal. Pour pouvoir y prétendre, il faut notamment vivre à Vienne depuis au moins 2 ans et respecter certains plafonds de revenus.
Ensuite, il faut attendre. Pour ce type de logement, les délais peuvent atteindre 2 ou 3 ans. Et les loyers restent particulièrement bas pour Vienne. Ils restent sous les 7 € du mètre carré, charges comprises. Un 2 pièces de 52 mètres carrés revient donc autour de 350 € par mois. Mais vivre dans un monument historique a aussi ses contraintes. Ici, on ne peut pas simplement changer ce qu'on veut. Et comme dans n'importe quelle grande résidence, la vie quotidienne peut aussi créer des tensions. Le bruit, la propreté, les parties communes. Et puis, il y a des problèmes plus sérieux. Début 2025, un magazine viennois raconte le cas d'un habitant installé depuis 3 ans et demi qui se bat contre des moisissures apparues dans sa cuisine, sa chambre et sa salle d'eau. L'expert mandaté par le bailleur estime que le problème vient d'une mauvaise aération. L'habitant, lui, conteste cette conclusion. La municipalité relativise. 10 cas ont été signalés dans l'ensemble du Karl-Marx-Hof, qui compte 101 cages d'escalier. Elle considère le bâtiment en très bon état et rappelle que 46 millions d'euros ont été consacrés à sa rénovation. Ni l'association de défense des locataires, ni le service d'aide municipale ne parlent d'un problème généralisé. Les pierres dont parlait Carl Seitz ont fini par parler. Mais leur histoire commence par le bruit des obus. Le Karl-Marx-Hof avait été conçu pour être vu. C'est aussi ce qui en a fait une cible en 1934. Mais cette monumentalité a peut-être contribué à sa survie. Difficile de faire disparaître discrètement un bâtiment de près d'1 kilomètre de long, devenu un symbole de Vienne. Aujourd'hui, Vienne est souvent citée comme l'une des références mondiales du logement abordable. Et derrière ce modèle, il y a une idée très simple. Construire du logement social en quantité, mais aussi lui donner de la qualité. Alors la vraie question est peut-être celle-ci. Combien de Karl-Marx-Hof auraient pu être sauvés dans les autres villes si on avait choisi de les rénover plutôt que de les démolir ? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et abonne-toi pour ta dose de Minute Archi.